voilà, mais ça n'évitera absolument pas un effort massif de sobriété, absolument pas, qu'on va devoir, et qui est la priorité des priorités pour moi aujourd'hui, parce que c'est quelque chose qui demande de travailler des esprits de façon beaucoup plus forte que de leur offrir une marge de manœuvre technologique. Pour finir sur un petit volet sur la question de la décroissance, il y a la France est massivement importatrice d'un certain nombre de biens manufacturés. C'est à la fois une chance et un malheur. Oui, c'est ça, une chance et un malheur. C'est un malheur dans la situation économique actuelle, sauf qu'à chaque fois que vous remplacez un gros objet importé par un plus petit objet fait localement, bah là, vous avez la chance d'être dans la configuration dans laquelle vous pouvez gagner à la fois économiquement et carboniquement. Donc je vais le dire autrement, si on remplace les voitures à essence importée par des vélos électriques fabriqués de A jusqu'à Z en France, acier, batterie, etc., qui coûteront plus cher que les vélos importés, mais moins cher que les voitures quand même, et bien là, vous êtes dans un contexte dans lequel vous avez à la fois du PIB et de la décarbonation. Donc il y a quand même des marges de manœuvre dans certains domaines dans lesquels on peut faire des choses. Et en ce qui concerne le GNL, américain, c'est particulièrement pas bas carbone, parce que vous avez des émissions fugitives aux États-Unis associées à l'extraction et au transport du gaz. Il y a l'Energy Institute, l'ancien BP Statistical Review, qui a publié des statistiques qui m'ont moi-même éberlué. Les émissions fugitives et de process liés au gaz représenteraient 4 milliards de tonnes équivalent CO2 par an dans le monde, ce qui est absolument considérable. Donc le gaz, par unité d'énergie, si on lui impute ces émissions-là, globalement, il se met au-dessus du pétrole. Enfin, si ces chiffres sont exacts. Donc, bon. Alors, les émissions fugitives, c'est les fuites à l'extraction, les fuites au transport et à la distribution. Et par ailleurs, vous avez les émissions de liquéfaction, qui sont des émissions significatives, parce qu'il faut de l'énergie pour liquéfier. Pour abaisser très fortement la température, hein, il faut de l'énergie. Et enfin, vous avez également de l'énergie au moment de la regazéification. Voilà. Et qu'il y ait des fuites dans les réseaux de gaz, ça se manifeste malheureusement par le fait que de temps en temps, vous avez un immeuble à Paris qui fait boum. Et heureusement, tous les réseaux de gaz qui fuient ne font pas boum, mais ça fait quand même des fuites de méthane. Donc oui, le gaz occasionne des fuites. Et il y avait une publication de Carbone 4, du reste, qu'on avait faite en disant, le titre était, si ma mémoire est bonne, GNL, tous les crus ne se valent pas, ou un truc dans ce genre-là, et où on avait essayé de quantifier les émissions fugitives par nature, par provenance. Voilà. Et le shale gas, de ce point de vue, comme on multiplie les points d'extraction un peu partout, on peut légitimement penser que c'est un mode d'extraction du gaz qui est un peu plus fuyard que les autres modes, parce qu'il y a énormément de puits. Merci infiniment, professeur, pour cette audition qui, je le vois, a passionné tellement elle a secoué, donc tout va bien.